Nous allons commencer la conférence de presse de ce soir. Nous demandons donc aux confrères journalistes qui sont en train de l'heure de nous rejoindre à la salle, parce que nous avons commencé. Nous demandons aux confrères journalistes de prendre place sur la siège de l'Oulan. Est-ce que vous pouvez occuper les sièges de l'Oulan, s'il vous plaît, mon frère? Essayez de l'Oulan. Voilà, merci pour votre compréhension. Une fois encore, bonsoir, chers collègues journalistes. Bonsoir, chers membres de la famille Monseigneur Kourou. Vous savez qu'il y a 9 mois, nous nous sommes engagés dans une dynamique. Et c'est qui porte le nom de Monseigneur Kourou. Cette dynamique qui a gagné les élections présidentielles du 22 février 2020 et qui a pris pour le temps de faire en place n'entend pas sur les sites. Alors, le 28 novembre prochain, les manifestations sont programmées pour exiger justement la politique des autres. Alors, tout à l'heure, nous avons donné la parole au responsable de la dynamique Monseigneur Kourou et le président du bloc d'action pour le changement, M. Thomas Oussoufou, va nous lire la déclaration du leader. Ensuite, nous allons donner la parole à M. Simon Soucha, qui va aller au concret, c'est-à-dire va lancer l'appel à manifester, et puis nous allons avoir les questions de nos confrères journalistes. Et si j'ai bien parlé, je pense que nous pouvons déjà passer à la déclaration du maire. Je vous remercie. Dynamique Monseigneur Kourou. Conférence de presse du 23 novembre 2020 relative aux manifestations du 28 février 2020. Je crois que ça doit être une erreur. Du 28 novembre. Déclaration liminaire. Les conséquences de la tragédie électorale du 22 février 2020 pour le peuple togolais continue de faire des vagues, non seulement au Togo, mais aussi à travers la sous-région ouest africaine. En effet, les Togolais ont retenu leur souffle lorsque dans la nuit du 23 février 2020, la CENI a proclamé M. Faure Gnassingbé comme élu au premier tour du scrutin présidentiel de la veille, avec plus de 72% des suffrages exprimés, ne sachant pas que les répercussions de cet acte ignoble des responsables de cette institution iraient au-delà de nos frontières. À la chute du Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire
viennent malheureusement de montrer aux yeux du monde entier qu'ils ont bien assimilé la leçon reçue des dirigeants togolais. Il nous souvient que quelques années seulement après l'indépendance, chèrement acquise par le vaillant peuple togolais, le premier coup d'État sanglant en Afrique a été inauguré au Togo par le clan Gnassingbé, mettant fin au rêve salvateur d'émergence et de prospérité partagée porté par les pères fondateurs de notre République. D'autres jeunes républiques indépendantes d'Afrique suivront en copie exacte de l'exemple togolais, le renversement des leaders nationalistes au pouvoir. Plus tard, en 2005, après la mort du général Eyadema Gnassingbé, notre pays a toujours innové avec l'instauration d'un système de succession monarchique au pouvoir en remplaçant le père par le fils. Les forces armées togolaises ont accompli l'exploit inédit consistant à remettre le pouvoir au fils Faure Gnassingbé en succession au père Eyadema Gnassingbé au mépris de la loi fondamentale. D'autres pays africains ont ensuite suivi l'exemple de l'ignominie togolaise. Notre pays donne ainsi malencontreusement l'image du laboratoire des pratiques déplorables qui tendent à compromettre les aspirations profondes des peuples togolais et africains à l'indépendance véritable et à la démocratie. Cette année 2020, 3 dirigeants de l'Afrique occidentale francophone ont privé leur pays, leur peuple, du droit à l'alternance et à une gouvernance démocratique exemplaire, contrairement au protocole de la CEDEAO sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Les conséquences de la gouvernance de M. Faure Gnassingbé, qui donne l'impression de pouvoir faire un 4e mandat, malgré la volonté exprimée par les Togolais, sont malheureusement désastreuses à tous égards. Mesdames et messieurs, notre pays, le Togo, va mal, très mal. Le régime finissant croit pouvoir berner les Togolais en essayant de montrer qu'il est capable de gouverner autrement, en promouvant des femmes à des postes de responsabilité. Mais malheureusement, le mensonge et la corruption, éléments constitutifs de la vie politique et de l'administration dans notre pays, continuent plus que jamais d'être encouragés. Les lanceurs d'alerte qui tentent de faire la lumière sur les dossiers scandaleux sont sévèrement punis, tandis que ceux et celles qui pillent les ressources publiques ne sont en rien inquiétés. En témoigne le mutisme de l'État qui n'a jusqu'ici donné aucune suite à l'audit commandité par lui-même dans l'affaire du pétrole Gate, mais a plutôt fait condamner en justice le journal L'Alternative et son directeur Ferdinand Haïté. La poursuite judiciaire est devenue l'épée de Damoclès qui est désormais sur la tête des journalistes qui s'évertuent dans des conditions difficiles à jouer leur rôle dans la cité. Plus que jamais, la justice instrumentalisée pour bâillonner les empêcheurs de tourner en rond et de régler des comptes aux adversaires politiques est au service du pouvoir illégitime et n'inspire aucune confiance aux populations dont elle devait être le rempart. La justice, qui a vocation à être un rempart pour les victimes des dérives autoritaires, sert plutôt à museler et à traquer les opposants et tous les citoyens qui osent avec courage dire non à la corruption et à la trahison.
Alors que les ressources publiques sont gaspillées et détournées dans l'impunité totale, les enfants et les jeunes Togolais étudient dans des conditions inacceptables au XXIe siècle. Les enseignants sont amenés à travailler sans avoir le minimum de conditions pour accomplir efficacement leur mission d'éducation et en vivre décemment. Une proportion importante de Togolais vivent dans l'insécurité alimentaire, selon les données du Programme alimentaire mondial, et ne peuvent donc pas s'offrir 3 repas par jour. Le commun des Togolais le voit bien, et pourtant, pour les tenants du pouvoir qui le clament sur les médias, les Togolais mangent à leur faim. Les Togolais de plus en plus malheureux se suicident avec une récurrence inquiétante. Les Togolais ont plus que jamais des difficultés pour se soigner, mais le pouvoir sortant, illégitime, ne veut manifestement pas saisir l'opportunité de la crise sanitaire du Covid-19 pour s'atteler à lever les obstacles structurels à un accès aux soins, un droit élémentaire dont l'État qui détient les ressources du pays est seul débiteur. Des crimes dont sont victimes les Togolais au sein de l'armée sont toujours non élucidés, donnant l'impression aux Togolais qu'ils sont tous dans une insécurité totale et susceptibles de subir à tout moment les plus graves violations de leurs droits, notamment celui à la vie, sans que des comptes ne soient demandés à qui que ce soit. 6 mois après l'assassinat du colonel Madouba, les Togolais ne savent toujours pas par qui ni comment ce crime abominable a pu être commis. Bien plus, d'autres décès dans des conditions bizarres sont annoncés sans autre formalité. Sur le plan politique, le droit de manifester, déjà mis à mal par une réforme scélérate de la loi, est en passe d'être banni sous prétexte de la lutte contre le Covid-19. Des manifestants arrêtés croupissent encore dans les geôles du pouvoir sortant. La DMK exige encore une fois la libération de tous les prisonniers politiques. Mesdames et messieurs, vous le voyez, depuis le 22 février 2020, le Togo va encore plus mal que par le passé. Plus que jamais, nous devons être déterminés à mettre fin à l'action suicidaire du régime et à concrétiser la tendance que nous avons déjà réalisée en déposant nos bulletins dans les urnes. C'est un devoir qui incombe à tous. Nous sommes arrivés à un tournant de notre histoire où chaque citoyen, quelle que soit sa condition sociale, chaque organisation de la société civile, chaque parti politique doit s'impliquer et participer aux derniers efforts nécessaires pour libérer notre pays d'un régime nuisible, immoral et prédateur. La dynamique Monseigneur Godiro réaffirme sa volonté de se battre ensemble avec tous et se réjouit des discussions qui sont déjà en cours avec des acteurs de la classe politique et de la société civile. C'est pour franchir une étape substantielle vers notre victoire que le président sur lequel nous avons porté nos voix a déjà pris attache avec les forces en lutte en Côte d'Ivoire et en Guinée. La dynamique Monseigneur Godiro se félicite de l'initiative Trimbira de l'alternance politique en Afrique subsaharienne, prise par le gouvernement légitime du Togo dans le but de mutualiser les ressources des 3 pays affectés par les crises nées de la volonté de conservation illégale et illégitime du pouvoir d'État, notamment le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Nous en espérons pour bientôt des mots d'ordre communs pour nos 3 pays. C'est aussi pour cette avancée substantielle vers notre victoire commune
que la dynamique Monseigneur Boyo invite à ce jour les Togolais et Togolaises de tous âges à une grande marche le 28 novembre 2020. Sortons tous massivement le 28 novembre prochain. C'est pour nous un droit et un devoir. Et notre victoire est à ce prix. Lomé, le 23 novembre 2020, la conférence des présidents de la dynamique Monseigneur Boyo. Nous remercions le président Sougo pour sa brillante lecture. Nous avons écouté son discours tout à l'heure. Les journalistes auront le temps de poser les questions que nous allons demander à M. Semoudja Santé, président du parti de la Racine, de faire son droit, tout simplement. Appel à manifester. Conformément aux dispositions clairement inscrites dans la Constitution du 14 octobre 1992 et à la loi sur les manifestations publiques, les partis et les associations membres de la dynamique Monseigneur Boyo DMK appellent les populations des 13 communes de Grand Lomé et des villes avoisinantes à sortir massivement le samedi 28 novembre 2020 pour manifester pacifiquement dans les rues de Lomé, suivant les itinéraires ci-après. Départ Todman, boulevard de la Cara, avenue de la Libération, rond-point commissariat central, fontaine lumineuse et rond-point Décon. Départ GTA, boulevard Eyadema, rond-point Colombe de la Paix et Décon. Départ rond-point Berkota, marché de Berre, boulevard Faute-Boigny, carrefour immeuble Fiata et Décon. Départ rond-point Port, hôtel Sarakawa et Santa Maria, restauration Festival des Glaces et Décon. Départ Nikonakwe, Kodobia Kopé, Lonato, fontaine lumineuse et Décon. Objectif de la marche pacifique. 1. Exiger le rétablissement de la vérité des urnes pour les élections présidentielles du 22 février 2020. 2. Exiger l'arrêt des poursuites judiciaires contre le véritable vainqueur de l'élection présidentielle du 22 février 2020. 3. Exiger l'arrêt de l'acharnement judiciaire contre les journalistes et la publication du rapport de DIC commandité par le pouvoir dans l'affaire de Petrolgate et soutenir Ferdinand Haïté. 4. Exiger l'arrestation et la poursuite des personnes coupables de crimes économiques au Togo. 5. Exiger la libération de tous les détenus politiques au rang desquels le prophète Debo Isaïe. Rassemblement pour cette marche pacifique à partir de 7h30 au lieu sus indiqué. Je vous remercie. Nous pouvons du centre du monde de la dynamique, réfléchir à nous irons jusqu'au bout du monde de la dynamique, réfléchir à la dynamique dans ses voies, dynamique dans ses voies, dynamique, réfléchir à la dynamique dans ses voies, dynamique dans ses voies, dynamique, ne réfléchira pas, nous irons jusqu'au bout du monde de la paix, ne réfléchira pas, nous irons
le confrère Lamboula, malgré les acharnements, on lui met visible et qui ne relance pas son combat. Je pense qu'il y a un modèle pour la jeunesse congolaise. Nous devons suivre. Et je ne sais pas si la nouvelle coordinatrice de la dynamique conseillère Kodo a quelques mots à passer avant l'élection des journalistes. Donc nous allons passer maintenant aux questions des journalistes et vous présenter vos gouvernements et l'organe que vous représentez puis vous poser la question. Nous allons prendre une série de 7 questions. Merci. La conférence est ambassadeur. Vous avez la parole. Je suis le professeur du journal africaniste.com. Ma question est la suivante. Nous constatons que la CEDEAO, visiblement, est devenue impuissante devant les décisions des chefs d'État. On se rend compte que, après le passage du frère Nanga au Togo, alors tous les pays envoient de part dans le Togo et la pilule semble puissamment passer. Maintenant, quelles seront les ententes entre les 3 pays pour pouvoir revenir dans les normes dans ces 3 pays, à savoir la Guinée, le Togo et la Côte d'Ivoire. Merci. Et bonsoir, Narcisse Prince-Aborion du site d'information des 2.0. Alors, moi, j'ai quelques questions à vous poser. On se rappelle pour la dernière manifestation que j'avais lancée. Cette manifestation pour certains a été un échec. Après, n'avait pas eu lieu. J'étais dans le code 6. Alors, je vais dire conférence de presse, on va poser la question quelles sont les dispositions qui impliquent pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Est-ce que le gouvernement a été favorable? Vous nous aviez assuré que la manifestation aura lieu. Mais, depuis, elle n'a pas eu lieu. Justement parce que le régime en place n'a pas voulu relancer une nouvelle manifestation le 28 novembre. Cette fois-ci, qu'est-ce que la dynamique fera de différent pour que la manifestation puisse avoir lieu? Aussi, est-ce que le ministère de l'administration territoriale a donné son avis? Pour nous dire forcément qu'ils ont été informés à titre d'information. Mais est-ce que, avant cette conférence de presse, le ministère a donné son avis? Est-ce que le ministère est d'accord? L'autre question que aussi j'aimerais vous poser. Lors de la dernière manifestation, nous avons eu à voir sur les réseaux sociaux une réaction de M. Philbert Tissot, qui s'indignait de ne pas voir certains leaders sur le terrain le jour J. Cela a beaucoup alimenté les débats sur les réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, la dynamique ne s'est pas prononcée sur cette question. Est-ce que vous pourriez mieux nous éclairer par rapport à ce que les gens qualifient de malentendu entre certains membres de la dynamique par rapport à cette manifestation? Et est-ce que cette fois-ci, nous aurons tous les leaders de la dynamique le 28 novembre sur le terrain pour motiver les Togolais vraiment à poser ces taxes pour aller important pour réclamer justement la vérité des lieux. Merci. Merci au confrère Narcisse.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en attendant d'avoir d'autres questions, nous allons déjà demander à Madame la coordonnatrice et ses collaborateurs de répondre à cette question. Le micro n'est pas branché. Il n'est pas. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense qu'il y a des dames aussi parmi vous. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse de la dynamique. Et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à ce combat qui est celui du peuple togolais et donc notre vie, puisque nous sommes tous des peuples. Je vais répondre aux questions que vous avez posées avec l'appui de mes collègues qui interviendront si je veux ajouter quelque chose. Alors la première série de questions qui vient de Monsieur Yao Kousset commence d'abord par une interrogation qui est celle de savoir quelles seront les ententes entre les leaders de trois pays qui sont en ce moment dans le même combat pour l'alternance démocratique dans leur pays et qui sont confrontés aux mêmes difficultés étant donné que notre pays, le Togo, a donné le ton et encore une fois a servi de mauvais exemple pour d'autres pays. Alors, je dois vous dire que les derniers développements en Côte d'Ivoire et en Guinée ont montré que partout en Afrique, les populations aspirent à la liberté et qu'elles sont déterminées à se battre. Et malheureusement, dans les trois pays qui se sont essayés ces derniers temps, qui ont eu à exploiter des rendez-vous constitutionnels pour opérer le changement souhaité, se sont heurtés à des chefs d'État qui ne sont pas du tout sensibles aux inspirations de leur peuple et qui n'ont que le souci de se maintenir au pouvoir. L'une des leçons que nous avons tirées de cette situation pour montrer que nous sommes intelligents nous aussi, eh bien, c'est que désormais, notre but doit continuer sur le plan national, mais nous devons la régionaliser aussi. Nous devons faire jonction avec les forces politiques qui ont les mêmes difficultés que les nôtres. Et donc, je dois dire que c'est avec une très grande satisfaction que nous avons noté que le président Gabriel Mékocho a pris l'initiative de contacter ses pairs, ceux qui se sont retrouvés dans la même situation que lui, c'est-à-dire ont été choisis par les peuples, c'est le cas de la Guinée, ou ceux qui sont en tête de la lutte pour exiger que des élections n'aient pas lieu tant qu'on n'a pas créé des conditions d'élections transparentes et démocratiques. Et
Nous avons également noté avec satisfaction que les responsables dans ces 3 pays ont rapidement compris la pertinence de la démarche et aujourd'hui, on peut vous dire qu'ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble, ils discutent ensemble, ils se concertent et il y aura une activité qui va être réalisée le 28 novembre prochain. Et ce sera une rencontre par webinaire, une sorte de colloque qui va permettre de réfléchir sur la situation dans ces 3 pays. Et nous sommes confiants que des décisions et des actions communes seront retenues de ce processus-là qui est engagé et que bientôt, les forces rétrogrades, les forces conservatrices qui s'opposent à la libération des populations africaines vont voir qu'en face, ceux qu'ils oppriment ont fini par se donner la main, sont unis et les combattent avec détermination. Maintenant, votre question est de savoir comment ils vont faire pour que on puisse réinstaurer une situation normale au sein de la CEDEAO, c'est-à-dire une situation où va prévaloir le principe de l'alternance au pouvoir et plus précisément de la limitation des mandats. Et bien, je pense que nous sommes sur la voie et il faut que les populations arrivent à imposer leur volonté et donc à mettre fin à ces régimes qui se comportent en adversaire et le reste sera plus facile. Le problème de la CEDEAO, c'est qu'il ne s'agit pas d'une communauté des peuples, comme on le dit théoriquement, mais en réalité, il s'agit d'un syndicat de chefs d'État et donc un syndicat d'acteurs qui n'ont en rien du tout le souci de défendre les intérêts de leur peuple. Un syndicat d'acteurs qui ne peuvent pas prendre de décisions qui aillent dans le sens d'une véritable indépendance des populations de nos pays, mais aussi de ceux qui sont à la tête de ces pays. Au contraire, c'est des gens qui sont à la solde d'intérêts étrangers qui les utilisent pour maintenir un statu quo qui les sert eux. Et donc, la situation va forcément s'inverser. Nous sommes sur la voie et c'est un pas important qui a été posé à travers cette jonction de ceux qui sont à la tête de la lutte. Et ils ont compris qu'il faut dépasser le cadre du triangulat et l'élargir par la suite aux autres peuples d'Afrique de l'Ouest et des autres régions d'Afrique, notamment les francophones qui se heurtent au même problème. Les élections ont eu lieu au Burkina ce week-end. Bon, Dieu merci, on espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Mais il y a d'autres pays qui attendent
il y a le Niger, il y a le Bénin dans l'immédiat. Le Bénin, ce sera l'année prochaine. Mais ce qu'il faudra que ces autres peuples comprennent aussi, ce qu'il faudra que les forces du changement comprennent dans ces pays, c'est qu'elles aussi, elles ne sont pas épargnées. Elles pourraient être confrontées à la même difficulté parce que c'est la même logique qui opère. Celle qui veut qu'on maintienne partout au pouvoir des acteurs qui ne sont pas des patriotes, qui ne sont pas des nationalistes, mais qui sont au service d'intérêts étrangers. Cette situation-là, elle doit désormais prendre fin. Il y a une autre question. Ah, c'était la seule question que vous avez posée. Alors, M. Prince Abidjan nous demande si une information a été envoyée vers les autorités de tutelle. Oui, nous avons bien écrit pour informer les autorités de tutelle, mais je voudrais saisir cette opportunité pour dire que comme certains acteurs, certainement par mauvaise foi, y compris dans les rangs de nos adversaires, voudraient faire croire que l'accomplissement de cette formalité est une reconnaissance ipso facto des autorités en place. Eh bien, ça ne l'est pas du tout. Ils ont tort de réfléchir en ces termes. Ce qu'il faut dire, c'est que les autorités actuelles sont des autorités sortantes, des autorités qui se sont imposées, des autorités qui sont imposées par la force et des autorités du fait. Et au nom de la continuité de l'État, au nom de la continuité de l'État, nous avons tout simplement fait cette formalité. Alors, vous nous demandez, est-ce que nous avons déjà reçu leur avis? Non, nous n'avons pas reçu leur avis, mais nous l'avons dit, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Et nous ne saurions attendre qu'ils donnent un avis pour commencer à nous organiser pour manifester. Le peuple togolais s'est souverain, de manière souveraine, exprimé le 22 février 2020 et il est normal que ce peuple s'organise et se batte pour récupérer ce qui lui a été arraché de force. Et nous n'aurons de cesse que de mener ce combat jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Et cette victoire, nous l'aurons. C'est très facile de s'imposer par la force, de prêter serment par la force pour s'imposer à un pays, mais c'est plus difficile de gouverner quand on a arraché le pouvoir dans ces conditions. Vous ne pouvez pas gouverner un peu malgré lui. Et aujourd'hui, nous voyons qu'une écrasante majorité de Togolais continue par dire nous voulons l'alternance. Nous avons voté pour un candidat le 22 février 2020 et attendent que nous menions le combat ensemble pour imposer la volonté exprimée par le peuple. Donc c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous ferons le 28 novembre prochain et vous nous demandez est-ce que nous serons là? Eh bien, bien sûr que tel que vous voyez l'Assemblée ici, nous serons là.
vous vouliez savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne voit pas tout le monde. Je ne vois en quoi ça peut servir à ce combat que nous menons. Ce que je peux vous dire, c'est que le 28 novembre prochain, nous attendons les Togolais et les Togolaises au lieu de rendez-vous que nous venons de communiquer. Et ensemble, nous dirons avec force que nous voulons récupérer ce qu'on nous a volé. Nous voulons récupérer nos voix qui sont sacrées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas si un collègue peut compléter. Je voudrais dire à la suite de Mme la rapporteure quelques mots pour compléter sa réponse pertinente qu'elle a donnée à la question. Mais je voudrais rassurer tous ceux qui sont là, tout simplement que le peuple togolais est en but pour ça. Le peuple togolais est en but pour sa dignité. Parce que nos pères fondateurs avaient lutté pour l'indépendance. Et ils avaient obtenu l'indépendance. Malgré la force brutale de la France et ses palais locaux, nos pères ont obtenu l'indépendance pour eux. On n'a pas octroyé l'indépendance à notre peuple. Notre peuple a obtenu de grosses luttes son indépendance. Et ce n'est qu'à la suite de cette indépendance du Togo que la France a jugé utile que si elle ne donnait pas l'indépendance à tous les autres pays, elle se retrouverait contre tous les pays africains et elle peut-être la bataille. Donc elle a dénoncé pour donner l'indépendance à tous les autres pays. Elle a donné le bien. La France a donné l'indépendance aux autres pays. Je voudrais préciser ça pour que nous sachions le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le Togo, aujourd'hui, est confronté à une dictature féroce. Une dictature soutenue par les prédateurs de notre économie. Et donc, madame l'avait dit tout à l'heure que le combat franchit les frontières. Le combat est passé d'un combat national à un combat sous-régional. Et nous allons mener la lutte avec les autres pays qui sont dans la même situation que nous. Mais une précision importante, c'est pour ça que j'ai pris la parole. Nous avons pu identifier également aussi que les gens contre qui nous menons ce combat, c'est pas seulement les esclaves de l'ouverture que sont les chefs d'État et les gouvernants qui nous brisent notre peuple. C'est aussi au-delà d'eux, ceux qui sont derrière eux qui tirent la ficelle. C'est vrai qu'on ne les appelle jamais dirigés, mais je crois que cette fois-ci, avec l'expérience du Togo, l'expérience de la Côte d'Ivoire et celle de la Guinée, on a compris que c'est de l'impérialisme qui reflète surface. Ce sont eux qui maintiennent ces gens-là à la tête de l'oubli contre la volonté de l'Europe. Il faut les combattre. Et il faut que nous arrivions à savoir que c'est eux le problème. Les autres, on les a placés là-bas juste pour qu'ils puissent nous dominer, pour qu'ils puissent nous réprimer, pour qu'ils puissent faire ce que eux veulent. Nous avons compris. Et le combat, nous n'allons pas changer
de direction, mais nous allons tout simplement accepter comment on appelle ça? Nous allons compléter nos adversaires que nous sommes en train de combattre. Nous allons compléter la liste. C'est très important pour nous. Nous avons compris aujourd'hui que le chef d'État qui sont là, nous sommes des marionnettes entre les mains d'un certain nombre d'acteurs qui se trouvent au-delà. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est cette lutte-là que nous allons engager, que nous avons déjà engagé d'ailleurs. Et moi je sais que, tout comme la France avait échoué, parce que la France ne voulait pas donner de l'indépendance sud-africaine. Mais le Togo, après sa lutte féroce, et après son indépendance, a ouvert la voie à tous les autres pays. Nous allons encore ouvrir la voie cette fois-ci pour la libération de la France. J'en suis certain, et si je le dis, c'est parce que les hommes ont tout donné. Qu'est-ce que les Togolais n'ont pas fait? Qu'est-ce que les immigrants n'ont pas donné? Quel sacrifice les Togolais n'ont pas fait? Mais nous voici, encore là, dominés, méprisés, opprimés, réprimés. Nos économies, nos entreprises sont chiffonnées. Les Togolais ne trouvent pas manger une fois par jour. Mais regardez ce qu'ils font avec notre peuple. Regardez ce qu'ils font. Ceux qu'on peut appeler les esclaves de Nelson. C'est-à-dire, nous sommes les esclaves de eux, nous sommes les esclaves de Nelson. Nous sommes les esclaves de Chine. Mais ça n'ira plus. Ça n'ira plus loin parce que l'heure est donnée pour que les pays africains, les populations africaines obtiennent leur liberté cette fois-ci. Ce ne sera plus indépendant, ce sera plus libre. Et donc, moi, je suis certain que les choses semblent être difficiles. Les choses semblent, les gens semblent désespérés. Mais c'est le moment où les hommes ont montré leur limite. C'est le moment où les choses semblent difficiles et tout le monde semble perdre espoir que Dieu agit. Il y a un Dieu. N'oublions pas. Il y a un Dieu. N'oublions pas. Les gens peuvent le prendre comme ils veulent. Mais il y a un Dieu. Et nous sommes certains que l'heure de la personne sort. Et c'est pour que nous. Merci. Nous remercions le débat pour son intervention. Le président Taro. Merci. Le journaliste Agoda, dans sa question, a estimé que la DEN a organisé des manifestations et ça s'est soldé par des échecs. Et j'aimerais répondre un peu. Je crois que si certains pensent que la violation de la liberté de manifestation que le régime sortant opère quotidiennement est une raison, alors on peut dire que ce sont des échecs. Mais je veux te rassurer que la dynamique capitalisme, comme il te dit, c'est des échecs, nous capitalisons cela. Et je voulais dire que pendant que la voie se promène librement, le chasseur, pour son viseur, et lorsqu'il va appuyer sur la gâchette, il ne ratera pas. C'est le temps, c'est cela qu'il avait dit d'échec. C'est un temps où la dynamique est en train de trouver son viseur sur la voie. Le jour de la dynamique va appuyer sur la gâchette, vous verrez. Merci.
Je pense qu'il faut encore une fois le plus de gens par l'autre, parce que ça par rapport à suffisamment étudiante. Ah oui. Oui, merci. J'aimerais profiter de la question sur les formalités administratives, c'est-à-dire que nous informons l'administration de la tenue des manifestations pour dire ceci. Je lance un appel solennel au gouvernement sortant et au grand frère Paya aussi que je m'en ici de ne plus continuer par se cacher derrière le coronavirus pour interdire nos manifestations. Le coronavirus n'est pas propre pour le relais, c'est universel. Et nous sommes appelés à vivre avec ce mal du siècle. Voilà pourquoi je les exhorte à nous laisser manifester librement. Sinon, si cette fois-ci encore, ils nous refusent notre manifestation, alors, dans les jours à venir, le peuple va sortir sans même leur adresser une lettre d'information. Ça, il le faut. Il ne faut pas qu'ils transforment le Togo à l'ancienne Corée du Nord. Et nous risquons, nous, Togolais et Africains, si nous ne nous levons pas, nous allons voir la prolongation de l'état d'urgence lié au coronavirus qui va prendre 5 ans, le temps de courir le mandat volé illégitimement. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des confrères qui voulaient encore poser quelques questions? D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais dire ceci pour nous encourager dans ce combat. Nous sommes dans une cause qui est juste. Nous sommes dans une cause qui est juste. Je me rappelle le général de Gaulle qui s'est battu pour la France. Et après la libération de la France en 1945, déjà en 1946, il était brûlé français. Mais Cassini préparait son retour en politique. Voilà. Un jour, sa femme le suivra et dit: qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas me retour en politique. La femme dit: oh, ça ne vous sert à rien. Il est 17 phases. Et j'ai regardé. Les bonnes causes trouvent toujours les moyens de leur réalisation. Nous ne pouvons pas m'appeler pour ça. Les bonnes causes trouvent toujours les moyens de leur réalisation. Nous laissons à ma part le regard de leur vidéo. Le roi de faire, c'est notre honneur à la rencontre. Merci beaucoup. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier à la fin de cette conférence de presse et dire que nous comptons beaucoup sur vous pour relayer les informations que vous avez reçues et apporter ainsi votre contribution à la lutte commune. Je voudrais profiter de ce micro pour relever un vibrant appel. Un vibrant appel aux jeunes dont la mission est d'être le fer de lance de ce combat que nous menons. Il n'y a que vous, chers jeunes, qui puissiez, à la suite de vos aînés au début des années 90, faire pencher sérieusement la balance
et nous conduire à la victoire. C'est votre mission. Ne vous trompez pas de mission, que personne ne vous détourne de cette responsabilité qui est la vôtre. Nous espérons vous voir nombreux avec nous le vendredi prochain. Et je voudrais vous rappeler, le samedi prochain, le samedi 28, et je voudrais vous rappeler que manifester est un droit qui est reconnu par la Constitution. Et aucune autorité ne saurait nous empêcher de l'exercer. Quelle que soit la réponse de l'autorité chargée de recevoir les informations relatives aux manifestations, sachez que vous avez le droit et le devoir de manifester. Je voudrais lancer aussi le même appel à mes sœurs, les femmes. Oui, notre contribution à l'histoire de ce pays a toujours été de taille. Le moment est venu pour que nous nous investissions à nouveau massivement dans ce combat en participant aux manifestations du samedi prochain. Savez-vous pourquoi nous devons le faire? C'est nous qui souffrons le plus des actions prédatrices de ce régime que nous combattons. Et je voudrais vous rappeler qu'en ce moment même, il y a un scandale dont les femmes sont victimes au marché, dans le commerce, qui est leur activité principale, par laquelle elles arrivent à assumer leurs responsabilités de mère et de police. Vous savez que avec la caution de nos autorités, il y a des acteurs, des opérateurs économiques étrangers qui se sont permis depuis presque 2 mois déjà de bloquer les activités commerciales de nombreuses femmes au marché de Lomé, celles qui sont dans le commerce des chaussures. Et le moment approche où normalement elles devraient réaliser leur chiffre d'affaires le plus important. Tout ceci arrive à cause de la nature de ce régime, qui est insensible aux souffrances des Congolais. Et donc, nous, femmes, je nous invite à nous investir. Je nous invite à sortir massivement le samedi prochain et à demander à nos enfants, les jeunes, de sortir. C'est à ce prix que nous allons libérer notre pays. La lutte continue. Rendez-vous donc le 28 novembre prochain aux différents points de rencontre, et ceci à 7h30. Merci.